What's up gang, bienvenue dans un nouvel épisode, le temps d'un pré. Donc l'épisode où le podcast où on parle de bodybuilding, de fitness, d'entraînement et tout ce qui se rattache en fait même dans le mindset au niveau de l'entraînement. Donc une intro un petit peu différente aujourd'hui en fait, comme vous pouvez voir il n'y a pas d'image pour commencer. On a manqué une petite partie là, lors de notre dernière conversation avec notre invité. Je vous le présente avec Alexis Dubois. Coach, entrepreneur, athlète en bodybuilding avec un parcours assez impressionnant. Donc, les premières minutes qu'on n'a pas en fait en vidéo, c'est son parcours un peu plus athlétique, mais je vous conseille fortement d'aller le suivre sur les réseaux sociaux. Et sinon, sur ça, merci encore à Fit Supplément pour les meilleurs suppléments pour que ça soit, peu importe vos objectifs sur la performance, le bodybuilding, la force, etc. Allez les voir, une succursale à Charny et à Charlebourg et sur leur site web. Sinon, gang, bon épisode. Je suis tombé en amour avec le sport. Puis j'avais fait, moi, j'étais toujours... je connaissais pas ça, tu sais. On voit aujourd'hui, c'est rendu un standard. Faire une prep, c'est minimum 16 semaines. Ça, c'était le standard. C'est le standard actuel. Même plus que ça, c'est 20 semaines, même je conseille, là, pour la majorité des gens, du moins. Puis moi, j'ai fait ça en 8 semaines. OK? 8 semaines. Là, j'avais mon coach au gym qui disait... Hey, c'est le temps de commencer après. Ouais. Tu l'as estimé? Ouais, mais j'étais genre, on va voir, là. Je suis pas sûr. J'étais pas sûr de faire de la compétition. Je me sentais pas prêt. Je me sentais pas assez gros. OK? C'est souvent ça qu'on a comme peur quand on fait une première compétition, surtout en tant que gars, là. On a peur, je suis pas assez gros, tu sais. Quand je vais coter, je vais tout perdre ma masse. OK? C'est plus ou moins vrai, là. En partie, oui, mais en volume, mais en haut look, tu vas paraître bien, là. Donc, j'avais peur. Donc là, je voyais, il y avait un de mes bons chums de gym qui, lui, il la faisait. J'ai 2 amis de gym qui la faisaient. J'ai pas le choix, là. Puis ils ont déjà commencé leur prep, eux autres, avant moi. Je fais ma prep en 8 semaines. C'était, bien sûr, très intense parce que c'est 8 semaines. Même si j'étais pas fat, mais j'étais pas non plus excessivement lean. Je devais aux alentours d'un 10% de gras, ce qui est quand même raisonnable. Mais bon, c'est ça, c'était 8 semaines quand même. Donc, je suis arrivé, j'ai gagné. Il faut dire que dans ce temps-là, le bodybuilding était moins populaire qu'aujourd'hui. Donc, la compétition était un peu moins féroce. Donc, tu n'avais pas nécessairement besoin d'être écorché de la tête aux pieds pour espérer faire un top 3 dans un régional. Le standard ne devait pas être autant que maintenant aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais vu qu'il y a plus de monde qui est dans le sport aujourd'hui, la compétition est juste plus élevée. Ouais. OK? Donc, tu as plus de chances d'arriver avec des gars vraiment plus écorchés. Puis en termes de notions sur la nutrition et l'entraînement, tu sais, c'était moins... le monde était moins bon. OK? Surtout au Québec, là. Tu t'en vas à l'international, tu t'en vas aux États-Unis, tu avais des gars super, super bons. Mais au Québec, on était un peu en retard. Donc, tout le savoir, là, encore, il y en a du monde qui font encore ça aujourd'hui, là, des gars de la vieille, là. Des gars de la vieille, là, OK, là, mais pas de carbs dès le début de la prep, puis poisson blanc pour amincir la peau. Poisson blanc pour amincir la peau, là, puis that's it, là. On ne joue pas avec les carbs non plus, très, très intense. Fait que t'avais pas des physiques incroyables nécessairement. Donc, mais tu avais des bons physiques quand même, mais peu importe. OK, je suis arrivé là avec une condition qu'aujourd'hui, là, c'est même pas acceptable. Si j'ai un de mes athlètes que c'est la condition que moi j'ai eue quand j'ai gagné, pour moi, c'est pas acceptable. OK, donc, il manquait peut-être 1 ou 2% de gras pour être acceptable à mes yeux aujourd'hui. Mais j'ai quand même gagné, puis c'était une belle expérience. Après ça, j'ai fait une deuxième compétition. Dans ce temps-là, tu avais une qualification pour les nationales qui était 2 ans. Ce qui fait beaucoup plus de sens, tant qu'à moi, qu'à chaque année. Tu es un athlète naturel, c'est pas vrai que nécessairement à chaque année, tu vas avoir changé ton physique. Il faut souvent un bon 12 mois focus sur la prise de masse pour vraiment arriver avec un changement qui a de l'impact sur stage. Malheureusement, après COVID, pour renflouer les coffres de manière plus rapide, ben là, tu es obligé de faire des compétitions à chaque année pour rester qualifié pour les nationaux.
Mais dans ce temps-là, j'ai pris une année off pour gagner de la masse. Ensuite, j'ai refait une compétition. J'ai gagné, j'avais gagné là-bas, mais c'est là qu'il y a eu la division entre le APQ et CPA, mais j'avais gagné la carte pro Elite Pro. Puis juste avant, j'étais allé au championnat du monde aussi junior et master. Dans ce temps-là, quand tu gagnais le naturel, puis Quentin Biswood aussi l'a fait l'année d'après, moi, tu allais au championnat du monde. Qu'est-ce qui était le fun? C'est que tu avais un billet d'avion payé, tu avais une chambre d'hôtel, ton inscription était payée. Fait que toi, tu représentais ton pays, tu avais un saut Team Canada, puis tu allais affronter d'autres teams, Russie, toutes les teams que tu as. Là. Puis c'est une compétition, c'est bizarre, c'est un peu spécial parce qu'au Canada, pour faire cette compétition-là, il faut que tu fasses une compétition qui est naturelle, qui fait quand même du sens. Ils veulent faire quand même un genre de jeu olympique du bodybuilding. Ouais. Mais tu arrives là-bas, là. Tu vois les autres, ils n'ont pas eu le mot que c'était naturel. Tu sais, eux autres, certains pays n'ont pas besoin. Ils mangent pas le même Ils n'ont pas besoin de faire une compétition naturelle pour aller à ce show-là. OK? Fait que là, t'arrives, j'avais un gars, je me souviens, de Turquie, il avait un cou gros de même, la tête grosse de même. Il était rouge, il fait de la haute pression, puis il me regarde, puis il dit « Les peptides sont bons au Canada. » Moi, j'ai dit « C'est quoi ça, des peptides? C'est une nouvelle saveur de Sunny Delight? » Tu sais, peptides, non, je comprenais pas. OK, je savais pas le même jus Non, je savais même pas qu'est-ce qu'il disait. Il dit « Qu'est-ce qu'il est en train... Es-tu en train de dire que je prends des affaires quand c'est lui qui a l'air d'un mutant des X-Men? » Tu sais, moi, je faisais quoi? J'étais un peu plus petit dans ce temps-là, peut-être quasiment 6 pieds 3, je faisais genre 200 livres. T'sais, lui, il faisait peut-être 5 et 8, il en pesait 250. Moi, je suis sur du stock, je suis gros comme ta jambe, mais OK. Je suis arrivé là-bas, je savais de toute façon, je suis pas arrivé là-bas d'une manière naïve en pensant que vraiment le monde était naturel. Mon coach m'en avait parlé parce que lui, il avait déjà fait cette compétition-là. Donc, je suis arrivé là-bas. Bon, moi, mon but, c'était d'avoir l'expérience, faire payer un voyage gratuit. OK? Puis, je suis arrivé là-bas, j'ai fini 7e, je pense, sur 10. L'autre qui est en arrière de moi, c'était probablement l'autre seul naturel, puis un autre gars qui était juste pas en condition. Okay. Donc, c'était ça. Là. Puis les autres en avant étaient vraiment meilleurs, surtout les deux gagnants. Juste pour dire, le deuxième, il pesait, je pense, 260 livres écorchés à genre 5 et 10. Là. C'est comme, il gagnerait le national n'importe quand, là, ici. Le gars, il a 19 ans. Là. Mais ça existe encore, ces compés-là, ou plus... Le championnat du monde, comme ça, je pense qu'il n'existe plus. Ah. Malheureusement, j'aimerais qu'il le refasse. Là. C'était pas relié avec la IFBB, ça? Ouais, c'est IFBB, ouais, Ligue, là. OK. Mais avant, c'était la même affaire. Là. OK. IFBB Pro League puis IFBB International, c'était la même affaire. Là. Les deux étaient liés. Là. OK? Mais là, ça s'est séparé. Là. Mais dans ce temps-là, quand je l'ai fait, c'était encore lié. Là. Tu gagnais le championnat du monde pas junior, là, tu gagnais une carte pro, puis tu allais à l'Olympia après. Là, même chose, si tu gagnais ma carte pro, dans le temps, c'était Chris Bumstead l'a gagné dans la CBBF, là, sa carte pro. Là. Il n'a pas gagné dans le CPA, ça n'existait pas. Là. Donc, c'est ça. Fait que, ça, c'était mon expérience internationale. J'ai eu bien du fun. Même s'il y a eu plusieurs embûches là-bas. Tu arrives là-bas, je peux-tu amener ma bouffe? Pas sûr. Le monde, c'est souvent une question qu'ils ont. Là. On peut-tu amener notre bouffe à l'international? Puis là, j'avais un ami dans le gym qui n'a jamais voyagé de sa vie, mais il connaissait ça. Le gars qui a jamais sorti plus loin que le bout de sa rue, là, mais lui, il va dire « Ah, là, je connais ça. Hey, tu pourras pas voyager avec ta bouffe. » Puis tout, il commençait à me dire des affaires. Après ça, je vais amener moins de bouffe, parce que s'ils vont me faire saisir, ça va me faire chier d'avoir perdu beaucoup de bouffe. Je travaillais pas vraiment. Je travaillais à l'armée à temps partiel. Puis, en tout cas, peu importe. Puis j'arrive là-bas, il s'est encore lycée, Là, j'aurais pu amener pas mal plus de bouffe que ça. Là, je reviens après ça de la compétition, je pose la question, t'as-tu déjà voyagé? Moi, j'ai jamais voyagé. Pourquoi tu m'as donné des conseils de voyage? T'as jamais voyagé de ta vie? Non, mais dans à cause de toi, j'ai pas gagné. Non. T'étais pas à 1000 près de... J'étais pas à 1000 près de gagner, là. Vraiment pas. Puis c'est ça. Puis j'ai fait 13 années, on peut dire, en tant qu'athlète naturel.
Puis après ça, j'ai fait le switch vers le non naturel. Puis là, c'est là que j'ai fait Olympia amateur, fini 3e, nationaux aussi, ainsi de suite. Donc, c'était un choix qui était quand même difficile parce que quand tu t'identifies comme étant un athlète naturel, il y a des raisons pourquoi tu restes aussi longtemps naturel. C'est parce que raison de santé, raison d'éthique, ta vision du bodybuilding. Donc, quand tu fais le switch comme ça, c'est un questionnement, là, OK? Donc, tu dis, bon, moi, je l'ai fait à l'époque, j'ai fait ce switch-là parce que j'avais la vision d'aller à Olympia, d'aller dans le circuit pro. Pour moi, ça fait pas de sens qu'un athlète naturel gagne une carte pro et compétitionne dans un circuit professionnel pas naturel. OK? Puis pour moi, ça fait aucun sens. Il devrait avoir un circuit, il devrait avoir un Olympia naturel. Tu sais, là, ils ont annoncé qu'il va y avoir plus qu'une compétition pro peut-être naturelle. Il va y avoir plus que 2 pro qualifiers naturels. C'est super. Mais après ça, tu compétitionnes contre du monde qui sont pas naturel. Même si tu gagnes Ben Weider qui est naturel, tu vas à Olympia. Fait que là, t'es le meilleur naturel au monde qui va combattre contre les meilleurs non naturels au monde. Mais peut-être c'est le premier step. Tranquillement. Ben oui, c'est un premier step. Mais le problème avec ce système-là, c'est que ça encourage les gens à tricher. OK? Parce que du monde qui, anyways, ils vont faire le switch. Ils vont prendre des produits. Ils n'auront pas le choix, ils le savent dans leur tête. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont compétitionner plus ou moins naturel. OK? Puis après ça, pour gagner la carte pro, pour après ça arriver dans le circuit, puis hier, j'ai gagné ma carte pro, là. Ben, j'ai eu une conversation un peu similaire avec quelqu'un récemment, puis j'étais comme... Moi, je parlais, puis j'étais comme... Il me semble que je comprends pas pourquoi le monde, ils font, mettons, des compétitions naturelles quand ils ne sont pas. Puis là, la personne m'a dit, ben, c'est parce que c'est plus facile de gagner ta carte pro en étant naturel, entre guillemets, puis après ça, compétitionner avec les pros. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que, OK, ouais, c'est comme un peu le shortcut que le monde utilise. Ouais, plus ou moins. Ouais. Ils pensent ça du moins, là. Ouais. OK? C'est sûr que ils vont avoir des avantages contre du monde qui, eux autres, sont réellement naturels. C'est des vrais. OK? Des vrais naturels. C'est là qu'il y a le problème d'éthique. C'est là que tu vas. Là, c'est là qu'il est triché. OK? Prendre des produits contre d'autres personnes qui prennent des produits, ce n'est pas tricher. Mais prendre des produits contre du monde qui sont naturels, c'est tricher. OK? Puis là, tu fais une compétition naturelle pour des raisons qui sont personnelles. Qui est raison de moi, je veux rester naturel, mais j'aime le bodybuilding. C'est ça la raison primaire qui devrait te motiver à faire des compétitions naturelles. Pas genre, moi, je veux juste gagner une carte pro puis battre des naturels en étant sur le juice. T'sais, quelle fierté tu vas avoir quand tu vas avoir ta carte pro, tu vas dire, regarde, c'est comme faire une course de moto, OK? Une course de vélo, mais toi, tu as une moto, tu sais. Ben, j'ai le meilleur cycliste, j'ai fait le Tour de France avec mon Yamaha, là, tu sais. Bravo, tu sais, mais t'es pas le meilleur cycliste au monde. Mais je pense qu'au bout du compte, sur leur moment, ils vont dire. Ils vont être peut-être contents d'eux autres, mais ils vont se mentir juste à eux autres. Dissonance cognitive. Ouais, mais tu sais, juste pour te dire, il n'y a jamais eu de bonne personne qui a fait ça, qui a fini très haut, qui a fini Monsieur Olympia. Parce que t'es vraiment un talent pour le sport, là, tu vas le gagner naturel contre des naturels, ou tu vas gagner le gagner on juice contre du monde on juice. Là. Souvent, ces gens qui font ça, ils sont pros, puis là, ils ne compétitionnent plus. Là. Ouais. Parce qu'ils savent que dans le circuit, armes égales, ils sont pas bons. Ils sont pas là. Fait que moi, je trouve ça vraiment triste. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont faire un circuit juste naturel. Là, je sais ils rentrent les polygraphes, les affaires de mensonges. Donc, déjà là, ça va en dissuader plus qu'un. Je pense que ça va prendre au moins 1 an, là. Parce qu'il y a du monde ils font le sport, mais ils connaissent rien. Là. Fait que, ils savent même pas qu'il y a des tests, des polygraphes. Il y a du monde qui sont vraiment mêlés, là. Coach ou athlète. Là. Ouais, ben. Puis, il y a aussi la ligne, genre, là, j'en ai fait dans le passé, mais là, ça fait X nombre d'années. Ouais, la question, me semble, c'est 3 ans. Est-ce que tu as pris des produits dans les 3 dernières années? C'est ça. Si c'est oui, tu passeras pas probablement le test, puis tu pourras pas.
Justement, tu sais, j'avais vu un bonhomme, là, il était pas là. Mais lui, il commençait à s'entraîner, puis là, le monde disait, hey, t'aimerais ça faire une compétition de bodybuilding? Puis là, il me jase de ça. Puis là, il me dit, ah, tu as déjà pris ça, la testostérone? Je dis, toi, tu prends ça? Je dis, oui. Puis là, après ça, il dit, j'ai entendu parler de telle compétition naturelle, là, je pourrais faire ça. Je dis, ben là, tu viens de me dire. Ouais, tu ris, mais. Mais il comprenait pas le. Ça marche. Mais je pense que le monde s'associe comme, mettons, peut-être, là, ça devient niaiseux à dire ça, mais je prends de la testostérone, c'est une hormone qu'on produit, mais là, je vais me shooter, fait que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Ouais, c'est ça. C'est pas naturel. Ils comprennent pas le principe. Il y en a beaucoup qui. Ben, il y en a qui c'est vraiment de la naïveté. Mais il y en a qui font semblant d'être naïfs. Moi, c'est arrivé dans mon bureau. Là. Le gars, je n'aimerais pas son nom, en plus, qui est coach, puis qui coach du monde qui vont faire des compétitions naturelles. Donc, je me demande l'éthique qu'il y a avec ses athlètes, si lui-même il est comme ça. Il me parle, tu sais, moi, j'allais coacher ce coach-là comme athlète lifestyle. Mais il dit, peut-être je veux faire une compétition, tu sais. Il dit, bon, ben, tu sais, je peux-tu prendre du train puis tout ça, tu sais. Comment ça me ça, là? Moi, je suis là, OK. Ah, puis, ouais, je pourrais-tu faire Popeye? Tu me dis, tu veux prendre du train, tu fais Popeye. Ouais, tu sais. Je dis, non, tu ne feras pas Popeye. Il y a Summum, OK? Tu peux faire Summum. Ah, ouais, OK, ouais, tu sais, comme. Il a laissé faire parce qu'il était, ce coach était capable de suivre un plan plus qu'une journée. Mais il était coach. Puis il va coacher du monde qui vont faire une compétition naturelle. Puis lui, il voulait prendre du train en faisant une compétition naturelle. Tu comprends, là, le type de valeur, tu sais? Ça, c'est le genre de choses qui fait genre, fuck, tu sais, ça comment dire, ça me fait chier, OK? Puis il y en a d'autres comme ça qui est arrivé à mon bureau, puis il prenait je connais le gars, il prenait du stock, il dit, je veux faire une compétition naturelle, tu sais, mais c'est naturel. Ah, c'est fuck, OK. T'sais, ils veulent avoir un avantage. Je sais pas c'est quoi la motivation derrière ça. Moi, ça m'intéressera pas de compétitionner comme du monde, mais... Je pense qu'il y a encore. Ben c'est peut-être la manière que je vois le monde en parler dans ce milieu-là, mais c'est encore aussi. Vu qu'il y a du monde, vu que le monde le savent qu'il y a du monde non naturel qui vont dans le côté naturel, c'est comme une normalité. Il manque peut-être encore plus d'informations à ce niveau-là pour dire ouais ou de test. T'as encore de l'information de Chris, quand t'es naturel, là, c'est naturel, on enlève. T'es supposé comprendre que toute cette liste-là, c'est pas naturel. Ouais. Mais moi, je pense que t'as une partie de la réponse. C'est que ce monde-là, ils savent dire, gars, il y en a qui trichent aussi. Fait que j'aurais pas le choix, moi aussi, de tricher comme eux autres. Ouais. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Puis le fait que t'as le reward de gagner une carte pro qui t'amène dans un circuit qui n'est pas naturel. Donc, tu vends un rêve où, inévitablement, la fatalité de ce rêve-là, c'est que tu vas falloir que tu ne deviennes pas naturel. Okay, je pense que c'est ces deux aspects-là qui viennent en compte. Le fait peut-être aussi que, comme Nico, je pense que vous l'avez mentionné, que les tests sont pas assez poussés. Okay? C'est des tests à urine qui souvent sont limités dans le type de produit que tu peux analyser parce qu'il y a des coûts. Okay? Si on prend des SARM, ces choses-là, on peut les analyser. Si tu regardes les gars du MMA, UFC, Lucien Boutet s'est fait pogner sur ils se font tous pogner sur ça. Okay? Mais c'est des tests qui coûtent très cher parce que au bout du lot, c'est des millions qui sont en jeu. Fait eux autres, payer un test à 50 000 $, c'est rien, là. C'est des peanuts. Dans un petit show naturel où tu fais juste prendre un pourcentage des inscriptions pour payer un test, ben là, puis le promoteur, lui, il veut soutirer le plus possible d'argent de son show, mais il va faire juste un test au gagnant. Au monde qui a un gros doute. Là. Ben ça, je trouve ça bad. Okay? Parce qu'habituellement, un show naturel, c'était chaque gagnant de chaque catégorie qui se faisait tester. Okay, moi, j'ai commencé comme ça dans le bodybuilding naturel. Avant, c'était ça. Puis en plus, Christy, il n'y avait pas beaucoup de monde qui compétitionnait. C'était pas des shows à 100 quelques personnes. Okay? Fait, il était capable de tester chaque gagnant. Pourquoi là, avec des shows qui sont 4 fois plus nombreux, il en était juste un? T'sais, moi, ça m'a mis sur le cul quand j'étais arrivé à une réunion d'athlètes, puis il dit « Bon, le test, ça va être une personne au hasard. » Ben non,
teste déjà le gagnant, ça c'est sûr. Chaque overall devrait tester au moins ça. Chaque overall de chaque catégorie devrait tester. Je peux comprendre, tu n'es pas capable de tester chaque top 3 ou top 5, là. OK, mais au moins chaque overall, tu sais. Mais non, ils veulent se garder le plus d'argent possible. Puis juste par, bon, regarde, on en a testé au moins un dans l'eau, tu sais, puis penses-tu vraiment qu'ils vont prendre la personne la plus soupçonneuse? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Ils vont prendre la personne qui a l'air la plus naturelle. Là. Puis, toi, OK, tu vois bien, notre show, il est naturel. Tu sais. Avant, on exposait les gens sur Facebook. Moi, je me souviens, à cette époque-là, c'était le fun. Il y a le Wall of Shame. Wall of Shame, c'était le fun. À chaque année, là, moi, j'attendais juste ça. Pour moi, c'était Noël. OK? J'arrivais, là, puis je regardais ça, là, puis là, je voyais ça. Tac, 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 tel nom, tel produit, tel nom, tel produit. Là, j'étais genre, tiens, mon été. J'étais content, mais en même temps triste, OK? Parce que ces personnes-là, ils ont pris la place de quelqu'un qui peut-être était naturel, mais il n'y a pas de genre, on va te donner la place au deuxième. Le deuxième, il n'a pas gagné. Il est trop tard, tu sais, parce qu'ils ne l'ont pas testé non plus. Fait qu'il ne peut pas dire qu'il gagne automatique, parce qu'il faudrait qu'il le teste lui aussi, savoir si lui aussi il était naturel. Donc, mais à chaque année, c'était ça. Les noms étaient affichés, puis là, tu ne voyais plus sur les réseaux sociaux. Ils avaient déjà mis leur AIS BB Pro à côté de leur nom, là. Puis là, ils l'effacent, là, puis là, ils sont cachés dans la nature. T'sais. Ils désactivent le compte. Ils désactivent leur compte, on les oublie, là, mais après ça, tu les revois dans un show naturel plus tard. J'en ai un qui s'était arrivé, je l'ai revu dans un show naturel. J'ai tabarnak qui est de retour. Mais il était quand même plus petit. Il était un peu plus petit. J'ai dit, Chris, vous en bien? Là, t'es naturel. Là, t'as l'air du moins un peu plus naturel. Je sais pas s'il était naturel à 100%, mais il avait l'air un peu plus naturel. Ça nous amène un peu à... Tu l'as dit tantôt, tu comprends pas pourquoi que ces gens-là compétitionnent. Ouais. Je pense que ça nous appelle un peu au sujet qu'on voulait parler. C'était vraiment le mindset derrière... pourquoi faire une compétition, mais juste pourquoi un peu de se pousser là-dedans puis de vouloir aller autant loin. Tu sais, toi-même, tu t'as passé par là, tu as fait des multiples compétitions, puis tu as amené beaucoup d'athlètes aussi en compétition, tu sais, puis t'en as vu des vertes puis des pommures. Ouais. Fait que j'aimerais ça, tu sais, jaser de comme toi, pour toi, là, c'est quoi les bonnes raisons de vouloir faire une compétition de bodybuilding, puis c'est quoi les mauvaises raisons? Ouais. On va peut-être commencer par les bonnes raisons. OK? Parce qu'il y en avoir plus de mauvaises. Peut-être ceux-là qui sont plus flagrantes à voir, du moins. Les bonnes raisons, tu sais, dans chaque sport qui c'est extrême, on veut aller dépasser nos limites. OK? Surtout un sport qui est individuel, on peut dire comme ça. C'est une bataille contre toi. Ton ancienne version de toi-même. T'sais. Donc, à mes yeux, le bodybuilding, c'est un sport un peu égoïste, mais d'une bonne façon. T'sais, tu veux battre ton ancienne version, c'est une manière de te confirmer à toi-même que tu es capable de faire des choses qui sont exceptionnelles, qu'une minorité de gens est capable d'accomplir, qui toi-même, initialement, tu pensais pas être capable d'accomplir. Moi, c'est le même que je suis tombé en amour avec le bodybuilding parce que j'ai fait des choses que, initialement, je pensais même pas que c'était possible de faire physiquement et mentalement. Moi, je suis pas un fan de cardio, je déteste ça. Mais j'ai fait du cardio comme si c'était la chose que j'aimais le faire le plus au monde. OK? Je suis terminé ma prep. J'étais la personne qui avait le meilleur cardio peut-être de mon gym. J'étais le gars qui avait battu tous les records du Stairmaster. Quand j'étais un gars qui a un mauvais cardio à la base, génétiquement, moi, j'embarque 5 minutes sur un Stairmaster, mon rythme cardiaque qui monte à 185, 190. Surtout tes running back aussi. Running back, je cours vite, mais pas nécessairement longtemps. OK? Donc, je sais pas, initialement, un gars qui est fait pour le cardio. Fait que j'ai été capable de faire quelque chose que j'aimais pas faire. Initialement, j'ai fini par le tolérer et quasiment l'aimer à la fin et en trouver une gratification après ça. Okay? C'est quelque chose que tu peux transférer après ça sur d'autres sphères de ta vie, des choses qui initialement sont difficiles. Parce que souvent, n'importe quoi que tu commences, c'est difficile au départ. Puis tu vas pas nécessairement aimer ça parce que tu n'es peut-être pas naturellement bon à le faire. Puis une fois que tu deviens meilleur, tu commences à aimer ça et à comprendre pourquoi certaines personnes aiment ça. Puis c'est la base de l'entraînement. Tu sais, pourquoi il y en a qui ont de la misère à s'entraîner et d'autres qui aiment ça? C'est parce qu'ils ont passé ce cap-là de difficulté. OK? Donc,
En tout cas, ça, c'est une des raisons pourquoi je le fais. Après ça, tu as la raison plus le sport en lui-même. Tu sais, le physique, le fait de modeler son corps, d'avoir un contrôle sur son physique. Okay? C'est avoir un contrôle sur ses résultats. Un peu un côté artistique, je trouve, Il y a- du bodybuilding. il y a un côté artistique. Tu vas modeler ton propre physique, ta propre vision de ce qui est pour toi un physique parfait. C'est sûr que là, tu restes dans un sport qui a quand même des critères, donc tu veux fitter dans les critères du sport et bien performer. Mais j'aime ça, ce côté-là que ton physique, c'est un peu comme ça, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, c'est un peu comme tu as des morceaux de pâte à modeler. Chacun a des quantités différentes, okay, de pâte à modeler, puis toi, tu joues avec ça. Tu joues avec ta génétique que tu as, qui comporte, oui, des points forts, mais qui comporte aussi des faiblesses. Okay? Puis tu essaies avec ça de soutirer le meilleur de tout ça. Puis c'est un sport qui t'apprend à être humble aussi. Okay? Parce que tu as peut-être des points faibles, tu as peut-être t'es pas Superman, OK? Puis ça t'apprend à être patient, OK? C'est pas vrai que tu peux devenir Chris Bumstead en dedans d'un an, un mois, OK? Donc ça t'apprend à être patient, puis ça t'apprend à avoir la valeur de l'effort à sa juste valeur, OK? Parce que le monde, tu verras, il y a souvent des clients qui disent « Combien de temps là, je peux avoir ce physique-là? » Puis là, il pointe un gars qui, ça fait 25 ans qu'il s'entraîne puis qui a une génétique de malade mental, OK? Puis lui, le gars, il est comme obèse, skinny fat, il est faible, il n'a jamais fait de sport dans sa vie, puis il dit à combien de mois je vais pouvoir atteindre le physique du 0.00001%, 2 ou 3 mois? Ça se compte pas. C'est ça, tu sais. Puis juste la deuxième question, c'est quand je peux cheater? Tu sais, c'est ça, tu sais. Ça, c'est la première, après ça, la deuxième, quand je peux cheater? Tu sais, comme, OK, tu sais, commence par avoir le mindset de champion, puis après ça, tu vas pouvoir peut-être espérer atteindre un proche, OK? Donc ça, c'est ce que j'aime, OK? Puis tu sais, le fait d'aimer poser, d'aimer voir son physique changer, tant que ça reste sain, là, OK? Ça t'apprend à apprécier ton corps sur différents aspects. Moi, j'aime bien mon physique cut, mais j'apprécie aussi mon physique moins cut. OK? J'aime les performances du sport off-season. Tu sais, en prep, là, c'est pas là que tu es le plus fort. Donc tu trouves un autre plaisir en prep que tu n'as pas en off-season, et en off-season, tu as un autre plaisir que tu n'as pas en prep. Faut que tu sois capable de faire ça. Puis faut que tu sois capable de faire ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, surtout peut-être plus chez les filles. Dès hiver off-season, j'aime pas ça gagner du poids. Puis là, la seule chose qui les motivait à s'entraîner fort, c'était peut-être coter. OK? Mais sinon, eux autres, gagner de la masse ou avoir un PR au gym, ça les motive plus ou moins, ça les stimule plus ou moins. Quand moi, c'était plutôt l'inverse. J'ai été off-season pendant peut-être 6 ans avant de faire une compétition. Donc moi, la chose que j'aimais, c'était soulever lourd puis performer en salle. Puis l'effet secondaire de performer fort était de gagner de la masse musculaire. Pour moi, c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire que je voulais fort parce que ma nutrition était axée sur ça. Mais je savais qu'il fallait que je focus sur les performances au lieu de focuser sur la transformation directement. Un peu plus loin aussi, c'est que tu forces plus, mais quand tu vas faire ton processus de cut, tu vas avoir encore techniquement une meilleure shape, peut-être plus gros, plus lean, avec une densité peut-être plus... Ça va impacter ta shape quand tu es cut, mais aussi vu que tu vas tellement être axé performance que même quand tu vas avoir un apport calorique qui est réduit, tu vas être capable de maintenir des performances élevées. Et c'est ça qui crée le déficit calorique. Okay? Donc si tu t'adaptes à ce que tu manges, mais il va toujours falloir que tu fasses plus de cardio. T'sais. Mais le cardio, c'est pas ça qui va maintenir ta masse musculaire ou développer ton physique durant une prep de bodybuilding. Donc, il faut que tu tires le maximum de tes trainings et le cardio devient juste un surplus pour aller chez... C'est un outil, OK? C'est pas l'outil principal, OK? C'est pas le marteau qui va pousser le clou dans le fond, tu sais. Donc, c'est ça que j'aime. Les mauvaises raisons, maintenant, je sais pas si tu voulais ajouter de quoi, Nico. Tu sais, au niveau des performances, ça, c'est super important parce que si tu maintiens tes performances, si t'arrives au gym, puis là, tu te dis, faut que je batte tout le temps la dernière fois que j'ai fait ou le dernier training que j'ai fait. Ben, tu sais, souvent, tu l'as dit tantôt, le monde, ils ont peur de perdre du muscle. Tu sais, en prep, là, quand ils tombent en diète, ben, si t'es capable de maintenir ta performance, là,
il n'y a aucune raison de perdre du muscle. Il n'y a aucune raison. Si tu es capable si tu leg press 600 livres en off-season, puis tu es encore capable de leg presser 600 livres rendu en prep, mais tu n'as pas perdu de muscle. Ah, pas au niveau des jambes. Tu as perdu du glycogène. OK? Le glycogène, tu vas le retrouver en grande partie, peut-être pas à 100%, durant le peak week quand tu vas carbs up. OK? Mais tu n'auras pas perdu de la fibre musculaire. C'est sûr. Donc, c'est ça qui est très, 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 très important. Moi, ça m'est arrivé en fin de prep de faire des PR sur certains exercices. OK? Parce que j'étais plus mobile. Donc, ça m'est arrivé. Peut-être sur la durée d'un workout. Mes performances étaient en déclin parce que j'avais moins de carbs. Mais le 3/4 de la prep, mes performances, je les ai maintenues facilement. OK, bien facilement. Pas vraiment, là, mais je me suis battu pour, mais je les ai maintenues. Donc, ça, c'est que beaucoup de monde, je me rends compte qu'ils ont de la misère à faire ça. C'est pas quelque chose qui est naturel chez certains individus. Puis c'est là que faut parfois, j'aime bien regarder, faire un training en salle avec un athlète en milieu fin de prep. Souvent, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça s'entraîner. Oui, mais parfois, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est là qu'ils rentrent dans les mauvaises raisons. OK? Il y en a qui n'aiment pas ça s'entraîner. OK? Donc, ils vont faire le bodybuilding, puis ça peut paraître un peu paradoxal. Tu dis, Chris, la personne, elle fait du bodybuilding, puis elle n'aime même pas s'entraîner. Puis il y en a qui n'aiment même pas s'entraîner puis qui n'aiment même pas, mettons, manger santé. Là. Donc, ils font vraiment ça juste pour, comme on avait dit tantôt, l'accréditation des autres ou, je ne sais pas quel terme tu avais utilisé, mais pour avoir de la reconnaissance. La validation. La validation, exactement. Pour avoir la validation sociale de faire un sport. Parce que quand tu rentres dans un sport qui est de niche, comme le bodybuilding, c'est une petite communauté qui est très fan, ils connaissent tout. Donc, dès que tu rentres dans le sport, tu te fais des nouveaux amis qui, eux, te respectent, puis tu viens avoir un certain statut social dans une micro-société qui est le bodybuilding. OK? Donc là, peut-être toi qui n'a peut-être jamais eu qui a jamais eu ça, là, tu te retrouves à être valorisé à cause de ça, à cause d'une chose que tu n'aimes pas faire. Okay? Ce que tu veux pas nécessairement faire du bodybuilding, c'est d'avoir un tissu social. C'est d'avoir le tissu social, d'avoir la reconnaissance, d'avoir peut-être une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent ou font du bodybuilding en plus pour ces raisons-là. Et là, je crois que c'est des raisons qui sont malsaines. Okay? C'est un sport qui est extrême, qui est très demandant au niveau psychologique. Si ta raison, c'est la reconnaissance des autres, dans les moments difficiles où tu n'as pas de reconnaissance des autres, tu vas trouver ça rough, s'il vous plaît. Ben, je pense qu'ils vont souvent tomber dans des mauvais patterns, puis c'est là qu'ils vont soit lâcher le sport, soit qu'ils vont arrêter un peu l'entraînement, soit qu'ils vont binge, soit qu'ils vont... c'est du monde qui peut prendre du poids rapidement. Ben oui, c'est du monde qui, mettons, après une compétition, ils ont mal performé. Donc là, ils ont moins la reconnaissance sociale des autres. Okay? Parce que là, si on gagné, ça va aller bien. Tu vas les voir, là, ils vont bien manger après leur show. Gros sourire dans Gros sourire. Là, s'ils ont moins bien performé, mais là, tu vas voir, ils vont commencer à binger. Puis là, tu ne verras plus ces réseaux sociaux. Tu ne verras plus ces réseaux sociaux, mais tu ne verras même plus au gym. Okay? Puis moi, je l'ai vu avec certains clients d'athlètes qui arrêtent de s'entraîner. Ah, je veux plus aller m'entraîner. Hey, man, moi, c'est comme. Moi, la première chose que je voulais faire après un show, peut-être que j'étais un peu trop pressé, mais c'est de m'entraîner avec des carbs. C'est une pompe de fou. OK? Tu recommences à soulever lourd. C'est pas nécessairement automatique. Ça prend peut-être quelques semaines. Mais c'était le meilleur training. C'était après une compétition. Tu sais, je m'en foutais d'avoir 1 ou 2 ou 3% de plus de gras, là. Tu sais, Donc, mais tu vois, ces personnes, ils s'entraînent plus. Ils s'habillent avec des gros suits. Ils n'entendent plus. Mais pourtant, avant. Ça mangeait, ça respirait bodybuilding, ça l'affichait des photos chaque jour. Tu savais ce qu'il mangeait matin, midi, soir, en story. C'était vraiment là, regardez qu'est-ce que je fais une prep, je fais une prep, je fais une prep, je fais une prep. OK? Donc, c'est là qui est malsain. Si en plus dans ça, tu rentres un trouble alimentaire, là, tu as un méchant combo pour créer une catastrophe. Oui. Okay? Puis ça, je l'ai vu, ça aussi. Puis ça donne des méchantes catastrophes. Puis toi, en tant que coach, là, tu n'as pas beaucoup de pouvoir. C'est bien beau essayer de... La personne n'aime pas l'entraînement, n'aime pas l'alimentation. Elle n'aime pas vraiment ça. Fait que là, tu dis, sur quoi je vais être capable d'aller la mettre sur le bon chemin. Là, c'est très, très compliqué. Puis en plus de ça, elle a un trouble alimentaire, mais cette personne-là peut te mentir aussi. Donc, je suis le plan. En fin de compte, elle a bingé. Puis
Fait que- Puis là, en toi, en tant que coach, des fois, tu te demandes, ben là, c'est moi qui fais pas ma job comme tout le monde. Mais Là, tu cherches des solutions. tu cherches des solutions, c'est là que tu travailles le plus. Ouais. Parfois, tu travailles dans le beurre, malheureusement. Tu sais, moi, j'ai toujours été, dans ma philosophie, prendre responsabilité sur tout. OK? Parfois, tu sais, le client, il l'a échappé, je prends ça sur ma responsabilité. Je prends ça sur ma responsabilité, même si, en fin de compte, tu sais, j'ai tout fait, là. Tu sais. Donc, parfois, c'est difficile pour un gars comme moi qui est perfectionniste. J'ai tout fait, mais peut-être que j'ai pas fait quelque chose. Peut-être que j'ai oublié de quoi. Peut-être, tu sais. Mais en fin de compte, la personne, tu sais, elle s'aidait pas. Elle suivait pas tes plans. Tu pouvais pas aller chez elle. Puis, tu sais, moi, je rencontre, mais parfois, il y a des clients que je rencontrais quasi chaque semaine après le show pour être sûr que mentalement, physiquement, ils sont corrects. Et qui écrit à chaque jour après le show, tu sais, parce que je sais que cette personne-là est un peu plus fragile mentalement. Et même à ça, la personne l'a quand même échappé solide. OK? Donc, puis habituellement, je suis capable de les récupérer, mais parfois, il y en a que tu peux pas les récupérer. Mais là. ça, je pense que c'est peut-être plus une question pour vous autres, mais moi, mettons, je l'ai des fois avec des athlètes, tu sais. T'en as qui vont le faire pour le hobby. Ouais. Fait que c'est comme un passe-temps qui dit, ah ben, je m'entraîne un peu. Puis tu sais, les gens au gym, tu dis, ah, Chris, t'as une bonne shape. Ouais. T'as déjà pensé à faire ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, ils sont pas impliqués. Ils sont impliqués, mais parce que ils savent qu'ils ont juste une bonne shape qui se le font dire. Puis t'as les autres qui sont les passionnés à fuck. C'est vraiment ton mindset de champion. Parce que tu sais, veux pas, tu sais, le gars ou la fille qui est vraiment prêt à tout faire, elle va être capable, je pense, de suivre le plan. Ouais, là. c'est ça. Mais le hobby guy, la personne qui est comme moi, ben tu sais, je le fais parce que j'ai peut-être déjà une bonne shape, déjà une bonne génétique, mais qui est finalement, il va déjà un lifestyle bodybuilding, mais il n'y a pas un lifestyle bodybuilding, mais il y a juste une bonne génétique, mais dès qu'il embarque dans le lifestyle, c'est là qu'il est comme oh fuck, Ouais, il est ok, shit. OK, je pense que ça amène un bon point. OK? Il y en a qui rentrent dans le sport par défaut. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tellement doués génétiquement qu'ils se font dire par les autres, hey, tu devrais peut-être faire une compétition, mais ces personnes-là n'ont jamais vu du bodybuilding. Ils savent pas c'est quoi, OK? Fait qu'ils rentrent dans ça parce que là, ils voient, OK, tout le monde dit que je devrais faire une compétition. Fait que je vais rentrer dans ça. Ils se rendent compte que oui, ils sont doués, mais ils n'aiment pas nécessairement ça. Mais les autres, dans leur entourage, je les vois tellement performer dans ça Tellement. qui sont un peu enfermés dans ce train-là. OK, mais moi, j'aime pas tant ça. Oui, je suis bon. Ça veut pas dire que tu as du potentiel dans quelque chose, que c'est nécessairement ça que tu veux faire. Puis dans un sport comme le bodybuilding, c'est tellement intense qu'il faut que tu veuilles le faire à un moment donné. Il faut que tu aimes ça, puis il faut que tu aies des raisons profondes pour pouvoir aller aussi loin au niveau alimentation et entraînement. Donc, quand c'est juste les autres qui font juste te pousser vers ce sport-là, puis toi, c'est pas toi qui naturellement va vers ce sport-là, ça peut aussi occasionner des problèmes. Surtout, mettons, tu le dis pas au show, là, souvent, le monde ne pousse plus, là. Ouais, tu ouais, l'as fait ta compétition, ouais. là, ils vont passer à d'autres choses, ses amis. Ouais, là. c'est ça. Mais là, toi, tu te retrouves tout seul là-dedans. Ouais. Puis que ça te tentait pas au départ, puis là, ça te tente pas seulement de refaire ça, mais là, t'es tout seul, là. Fait que c'est là, souvent, que c'est là qu'il y a des dérapages. C'est là qu'on voit un peu la. Tu sais, en psychologie, c'est vraiment comme au niveau motivation intrinsèque puis extrinsèque. Puis c'est là qu'on voit que pour faire du bodybuilding, il faut vraiment que ce soit intrinsèque. Fait qu'il faut que ça vienne de toi ici. Ouais. Puis que c'est ça qui est capable de te motiver à faire ça. Ouais. Tu sais, tu l'avais dit tantôt qu'en dehors des caméras, tu sais, il y a bien du monde qui ferait pas ça s'il n'y aurait pas de réseaux sociaux. Ouais. Si tu dis à quelqu'un, hey, t'entraînerais-tu quand même si il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas ton téléphone, il n'y avait pas rien? Il y en a bien gros qui diraient, je pense pas. Je pense pas que je ferais ça. Mais Il y a un pour, il y a un bien du réseau social puis un mauvais côté. Tu as le bon côté que aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sensibilisés par l'aspect faut que je m'entraîne, faut que je mange bien, puis faut que je sois en santé, que mettons on va dire que voilà une dizaine d'années, c'était pas de même. T'sais, mais l'autre côté, c'est tous les sentiments de faut telle personne est plus en shape que moi, je suis laide, je suis pas assez lean, ou tu te compares beaucoup aux autres. Fait que là, ça devient un peu le côté malsain des réseaux sociaux. Fait qu'il y a comme un bon puis un mauvais côté, mais rendu là, je pense que
c'est à la personne de régler ses autres problèmes. Là, Ouais. Les réseaux sociaux ont amené plusieurs problèmes dans le sport du fitness. Autant qu'ils ont amené des... Ça l'a fait grossir le sport. Ça l'a fait grossir le sport, ça l'a fait amener du monde qui normalement n'aurait pas fait ce sport-là, et ça l'a fait amener du monde qui pas pour les bonnes raisons, qui font ce sport-là pas pour les bonnes raisons. Justement pour avoir du fame sur les réseaux sociaux, plus que d'aimer ce qu'ils font, tu sais. Puis je le vois, il y a comme je disais à toi tantôt, il y a bien du monde qui, sans les réseaux sociaux, ne s'entraînerait pas, ne suivrait pas de plan. C'est juste que le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, ils ont de la reconnaissance sociale. Fait que là, ça les stimule, puis c'est ça qui les motive. C'est le like sur les photos, c'est les commentaires de « Hey, t'es donc bien bonne, wow, tu m'inspires. » Tu vas tout péter à ton show. C'est ça qui les motive. C'est pas, ils n'aiment pas l'entraînement, ils n'aiment pas le sport. T'sais. Donc, si tu enlèverais Internet, ces personnes-là ne s'entraîneraient pas ou ne s'entraîneraient pas de la même façon ou assez intensément. Donc, c'est là que ça peut devenir très, très malsain. Puis c'est souvent aussi des personnes qui se comparent sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est mauvais des réseaux sociaux, c'est que le monde n'arrête pas de se comparer. Fait que là, ils se sentent moins bons. Tu te réveilles le matin, tu vois une personne qui est plus en shape que toi. Là, tu te regardes, je suis dommage une mauvaise, c'est pas bon, tu sais. Surtout dans une préparation à cette heure, tout le monde comme filme sa prep un peu, tout le monde comme met en valeur leur prep sur Instagram. Fait que, tu sais, ils ont comme des stories, des highlights de stories, mettons prep 2024. Ouais. Puis là, ils mettent semaine 24, puis ils commencent le play. Je pense pas qu'il y a de mauvaise intention derrière ça nécessairement, mais faut prendre en considération que ça affecte certaines personnes. Donc, c'est ça qui est un peu triste. C'est le fun parce que, moi, j'ai pu avoir du plaisir à suivre la prep de quelqu'un. Moi, j'ai suivi ta prep sur les réseaux sociaux. J'avais du plaisir à voir ton évolution. Puis c'est juste que là, quand on compare l'évolution de, mettons, Nicolas avec un autre athlète qui est peut-être commencé plus lean que Nicolas, qui a peut-être pas eu les mêmes soucis que Nicolas dans sa prep, mais là, si toi, tu te compares à l'autre, qui lui, il a commencé à 5 % de body fat de moins, qui lui, il a une job où il fait déjà 15 000 pas par jour, fait que, tu sais, il n'a pas besoin de faire de cardio, puis il y a un métabolisme qui est rapide, puis il est à sa 5e compétition. Fait que là, toi, tu vois juste le résultat final sur les réseaux sociaux. Tu sais pas le background de la personne nécessairement. Donc, ça rend pas nécessairement, mettons, ta prep toi moins bon qu'un autre. OK? Parce que toi, tu as eu peut-être une plus grande même progression que cette autre personne-là, parce que tu es parti de plus loin. OK? Tu n'es peut-être pas arrivé aussi loin que la personne qui était ultra écorchée, parce que la personne ultra écorchée avait peut-être juste 3 % de gras à perdre, mais toi, tu en as peut-être perdu 10. OK? Fait que tant qu'à moi, ta transformation est beaucoup plus inspirante que celle de l'autre. OK? Mais en mettant dans la peau de la personne qui est moins cote, mais là, tu vas te sentir mal, puis je vais pas être prêt. Puis je trouve que le sport il est tellement plus rendu compétitif et populaire que le monde se sent obligé d'arriver à leur premier show quasi tout pété. Là. Ils se sentent obligés d'arriver au premier show avec une shape écorchée type professionnel. Dans quel sport vous connaissez que la première fois que tu as fait, mettons, du basket, tu avais le même niveau que Michael Jordan? Oui. La première fois que tu as fait du vélo, tu aurais pu faire le Tour de France puis finir dans le top 5. C'est que la première fois que tu as fait du golf, tu aurais pu faire jouer contre Tiger Woods. Il n'y a aucun sport comme ça. Il y a juste le bodybuilding où tu peux prétendre faire un premier show puis dire je vais gagner ma carte pro. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Des fois, tu vois du monde qui font des Q&A qui sont comme en prep. Puis là, des fois, le monde, ça va se poser la question. Hey, là, tu vises une carte pro? De quoi tu vises une carte pro? Je vais faire de mon mieux, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu peux pas dire, hey, moi, 2 shows, carte pro. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. mais je pense que les gens travaillent tellement. Ben, tu sais, la majorité des athlètes travaillent tellement fort sur leur physique que, tu sais, je pense qu'ils visualisent une shape qu'ils pensent avoir, mais que là, rendu sur le stage, peut-être c'est autre chose. Puis si je pense en bodybuilding, c'est des fois, mettons, je dis avec Nick, c'est hey Chris, à l'automne, mon gars, on fait de la King Kong. Là, finalement, à force de faire les autres pushs, finalement, on va laisser faire novembre 2024, on va aller en 2025, puis on checkera. Parce que, tu sais, j'étais comme, tu sais, tant qu'en en. Tu sais, la mentalité, j'étais comme, mais tu sais, tant qu'en faire une,
ben, Chris, je veux quand même la faire, mais La le faire bien. processus, bien, tu sais, tu veux pas la je veux rusher. pas tout casser, mais Chris, je veux quand même arriver avec de quoi qui est présentable. Parce que des fois, tu peux arriver dans un show, puis tu regardes le gars, tu dis, ouais, finalement, le gars, il aurait dû rester chez lui, ça aurait été pas. Ben, il aurait C'est dû, rare, il mais il y aurait en a dû- quelques-uns il aurait des dû fois, juste ça arrive. attendre, tu sais. C'est ça. Tu sais, parce que la personne a peut-être le potentiel de gagner sa classe. Mais si tu l'avais fait la compé dans 6 mois. C'est ça. Tu sais, là, tu as voulu trop rusher le processus quand tu n'étais pas rendu là. Tu sais. Puis chacun commence à un niveau différent, puis chacun a une vitesse de progression qui est différente. Moi, je pense que la raison pourquoi le monde dit de même, moi, Road to Pro Card, avant même d'avoir fait, parfois j'ai vu, avant même d'avoir fait un show, ils savent même pas c'est quoi faire une prep, puis ils vont dire ça. Moi, je pense parce que les réseaux sociaux ont amené certaines stars à grimper vite. Ça l'a déformé. OK. Fait que là, le monde va voir un gars qui a gagné sa carte pro en 1 an, puis il va penser que mais c'est tout le monde, ça. Mais c'est une minorité des gens qui gagnent sa carte pro en 1 an. C'est une personne sur 100 000 qui fait des shows, tu sais, tu comprends? Fait que c'est possible, fait que je vais le faire aussi. OK? Puis elle va dire ça, puis elle n'a jamais fait de prep, elle sait même pas si elle aime ça. OK? Quand on veut dire, regarde, moi, je veux avoir une carte pro, faut pas que tu penses comme ça à la carte pro. Il faut que tu regardes le lifestyle d'un professionnel qui performe, puis toi, il faut que tu dises, moi, je veux avoir le lifestyle de ce pro-là. OK? Si tu veux avoir le lifestyle de ce pro-là, tu vas finir par avoir ta carte pro éventuellement. Cette année, l'année prochaine, ou dans 5 ou 10 ans. Mais il faut que tu dises qu'une fois que tu as ta carte pro, c'est pas fini, là. C'est pas là, je vais recommencer à ma petite vie. Non, ça vient juste de... Un pro, là. C'est là, si tu deviens pro. Pro, lui, il suit sa diète à 100% à l'année. C'est sa coche à l'année, là. OK? Fait que si toi, tu trouves ça difficile de faire une prep de 4 mois, être pro, c'est une prep à 12 mois pendant des années. C'est comme vouloir se faire repêcher dans NFL. Ouais. Puis une fois que tu t'es repêché, tu restes sur le banc. Tu restes sur le banc. Non, mais vous le dites bien, parce que ça, mettons, là, tu as des gens qui disent je veux devenir aussi fort que, on va parler de foot, Tom Brady. Ouais. Mais regarde Tom Brady, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ouais? Puis agis comme Tom Brady. Ouais, Si tu c'est veux ça. aller au même niveau que Tom Brady, ben faut que tu sois Exactement. haut. Puis ça, c'est le strict minimum que qu'est-ce qu'il fait, faut que tu fasses encore mieux que lui. Ouais, c'est ça. Puis là, on est rendu en 2024, c'est encore mieux. Fait que tu peux avoir la shape de Chris, Bumstead ou peu importe, whatever qui tu veux avoir, mais tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis fais encore mieux que lui. Ouais, T'as c'est pas le ça. choix. Faut que tu fasses- ouais, parce que probablement que lui, il a peut-être une meilleure génétique que toi. Peut-être qu'au niveau que Chris Bumstead est actuellement, il n'y a plus de masse à gagner. Donc lui, il fait plus maintenir sa masse musculaire. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a fait pour atteindre le niveau qui est aujourd'hui. OK? Donc ça, c'est une autre histoire. Donc si toi, t'es le même, tu vois le professionnel, là, puis tu dis, hey, là, c'est tough, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, moi, je veux pas faire ça, mais je veux avoir la carte pro. Ça marche pas, là. Ça marche pas. D'inverser tu tires la charrue avant les bœufs, là, tu sais. Ça marche pas ton affaire. Puis il y a beaucoup de personnes, puis j'en connais, là, puis je veux pas nommer de nom, mais je les vois s'entraîner au gym, puis ils s'entraînent, ils détestent l'entraînement. OK? Mais là, c'est Road to Pro Card, mais tu t'entraînes pas comme un pro, tu t'entraînes même pas comme un amateur, tu t'entraînes même pas comme quelqu'un qui aime l'entraînement. Donc, comment tu veux espérer atteindre le physique pro quand tu es à des années-lumière de la routine, L'éthique de travail. l'éthique de travail du professionnel? Ça me fait penser, c'est Ronnie Coleman, là, sa quote, là. Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift heavy ass weight. Hey, Ça peut paraître niaiseux comme quote de même, mais c'est vrai, là. Ouais. Puis le pire, c'est pas nécessairement le heavy ass weight. Parfois, c'est le heavy ass fucking meal, OK, 8 fois par jour. T'sais. Ronnie Coleman, là, moi, tu sais, t'aimes t'entraîner. Là. Tu vas pas t'entraîner avec des potes de fillettes, là. OK? En tout cas, moi, dans mon cas, m'entraîner lourd, là, ça va de soi, c'est ce que j'aime. OK? Mais manger autant de repas, OK, que Ronnie Coleman, on parle là du 800 grammes de riz 8 fois par jour avec du 300 grammes de poulet là, blanc, là. OK, là, tu manges ça 8 fois par jour. Avec de la sauce 8 fois par jour. Là, gros. Tu sais, j'ai compté Jay Cutler, qu'est-ce qu'il mangeait, man. Il allait à la boucherie, puis il prenait carrément le bœuf au complet, là. Tu sais, il allait acheter, il disait des œufs, man. Gros, il y avait un poulailler à lui.
il allait chercher les poules du poulailler. Il y avait des poules pour le soutenir parce qu'il mangeait trop d'œufs. Financièrement, il n'aurait pas arrivé, là. Il aurait pas arrivé. Non, mais il y avait carrément une logistique autour très ficelée pour soutenir ce qui a amené son lifestyle pour que Jay Cutler devienne Jay Cutler. C'est un autre niveau. C'est à des années-lumière de qu'est-ce que l'individu moyen qui voit le sport de l'extérieur pense qu'il faut faire. Okay? Le monde il pense que faut juste que je mange un petit peu, faire une petite prep, puis c'est chill. Ben non, man. C'est rien, ça. C'est rien. C'est vraiment intense. Puis là, on parle même pas de produits dopants, tout ça, les sacrifices qu'il peut y avoir dans les produits dopants. Ça, c'est un autre type d'affaire. C'est financièrement prendre les produits au niveau de la santé, qu'est-ce que tu peux taxer. Moi, c'est un côté qui m'a un peu rebuté du sport. Quand je suis rentré dans ça, je me disais, combien d'affaires va falloir que je prenne? Puis quel impact que ça va avoir sur ma santé? Ça va me taxer sur ma santé. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça dépend de tes ambitions. Si ton but, c'est juste, regarde, faire le sport, puis, gars, moi, je veux faire 2, 3, 4 compés sur le stock. Mais je vais faire de ça de manière sachant que je ne veux pas aller au plus haut niveau. OK, tu vas peut-être pas avoir les mêmes cycles, puis tu vas peut-être pas en faire aussi longtemps. Mais si toi, ton but, c'est d'être le meilleur au monde, et si là, prépare-toi parce que là, la facture va être salée. La liste d'épicerie en termes de produits pharmaceutiques va être aussi très longue. Pendant longtemps. Puis prépare-toi à dire, il faut que tu te dises, dès le début, gars, moi, j'ai 15-20 ans que je crisse aux poubelles, là, OK? C'est facile à dire quand t'es un petit jeune, puis t'as 25 ans, là, puis t'as pas de famille, puis t'as pas... puis tu fais juste regarder Chris Bumstead ou Sam Sulek sur YouTube. OK? C'est facile à dire, mais dès que tu commences à avoir une famille, des enfants, puis des responsabilités, puis des ambitions qui vont plus loin que dans 20 ans, mais là, hey boy, tu te dis, ouais, ça vaut peut-être pas la peine pour moi de faire ces sacrifices-là, puis je suis pas prêt à les faire. OK? Donc, ouais. C'est ça, tu sais, quand t'as 18 ans, de rien d'autre à faire, là, c'est facile de dire, hey, le gym, c'est ma priorité. Ouais, c'est Puis, tu sais, puis là, mettons, même moi, mettons, en ce moment, je suis en train de le réaliser. Tu sais, mettons, je recule de peut-être 2 ans, là, c'était quasiment juste ça dans ma vie. Ouais. Puis là, à cette heure que moi, le coaching, ça roule, puis j'ai beaucoup de clients. Mais là, moi, je vais le dire, tu sais, mettons, je te dirais que le gym en ce moment, là, c'est pas mal ma deuxième priorité. Là. C'est pas ma première. Là, tu sais, moi, c'est mes clients en premier, puis ma job en premier. Puis après ça, oui, je continue à m'entraîner, oui, je continue à avoir ma routine, mais comme, je peut-être pas autant intense que il y a 2 ans. C'est ça, puis ça doit être ça aussi, tout aussi. Ouais, c'est devenu ça. Okay? C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi j'ai lâché le bodybuilding. De la façon que moi, je voulais le faire. Parce que je suis un gars all-in ou all-out. Ben, all-in, ouais. On peut dire que je suis un gars un peu all-in ou all-out. T'sais. Moi, de la façon que je le faisais, le bodybuilding, là, je pouvais pas le faire d'une manière hobby. Du moins au niveau que j'étais rendu. Donc, je me suis dit, gars, si je continue dans cette voie-là, je pourrais pas autant m'impliquer dans mes clients. Il y en a qui réussissent là, à le faire, là, mais ils pourraient probablement faire mieux s'ils se consacreraient vraiment à 100% à leur coaching. Ou ça a des moments, des périodes, mettons, tu en as qui sont coach, mais qui vont prep, okay, durant leur prep, ça va peut-être être plus difficile. Ouais, mais tu sais, juste à regarder là, le top 5 des meilleurs coachs au monde actuellement au bodybuilding, il n'y en a aucun qui compétitionne en même temps. Il n'y en a aucun. Il y en a qui ont déjà compétitionné, mais il n'y en a aucun qui compétitionne en même temps. Annie Rambo, ça fait des années. Ça fait des années qu'il n'a pas compétitionné. Il a compétitionné, là, genre 25 ans. Là. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, OK? Ils sont tous comme ça. Ils ont tous déjà compétitionné à un moment donné. Puis ils ont arrêté de compétitionner puis se sont donnés à 100% dans le coaching. Parce que le coaching, c'est pas un hobby, là. C'est ton métier. Ça demande d'être à jour. Ça demande beaucoup d'implication. Tu peux pas faire quelque chose d'aussi intense qu'une compétition. Je dis pas que tu vas pas pouvoir le faire à un moment donné, une fois, OK? Mais si tu dis, gars, moi, je veux faire une carrière professionnelle ou que j'aurai à faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 compétitions par année, c'est une autre histoire. OK? C'est pas la même chose. Si tu le veux pour hobby, je vais faire une prep de 4-5 mois, c'est pas la même affaire. OK? Donc, au niveau que j'étais rendu ou au niveau que j'aspirais à être, ça prenait beaucoup plus de place dans ma vie, ou que là, il fallait que je fasse des choix. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Ouais, c'est ça. Mais, tout ça pour dire que, tu sais, si toi, tu veux faire ça de façon de hobby, ou juste comme pour l'essayer, ben c'est bien, mais il faut pas que tu fasses des accroires que
tu fais ça comme un peu sur le side, puis tu vas te ramasser avec les pros. Tu vas te ramasser avec les pros. Non, c'est ça. Pour être pro, ça le dit, c'est professionnel. Tu sais, c'est quasi un métier. Là. C'est ta job. C'est ta job, là. Donc, faut que tu peux pas faire un compromis. Maintenant, ça me tente d'aller au bar, mais en même temps, non, c'est fini. Là. Faut que tu mettes une croix sur ça. Sur tous tes petits loisirs qui peuvent nuire à ton résultat sur stage, il faut tous tes enlèves. Là. Une job 24 sur 24. Une job 24 sur 24. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont la pression de vouloir dire il faut que je sois pro, tout ça. Puis ça leur tente pas vraiment de. Ils aiment le sport, ils veulent l'essayer pour le fun. Mais le monde autour d'eux, hey, tu pourrais être pro, mais eux autres, ça leur tente pas. Puis ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas le sport, ils veulent le pratiquer, mais ils n'ont pas l'ambition de devenir pro. OK? Ça va arriver si ça l'a à arriver, puis si ça l'a pas arrivé, ben c'est pas grave. J'aime quand même le lifestyle, puis le lifestyle représente peut-être pour cette personne-là 75% de sa vie, puis un 25% qu'il veut garder, puis que c'est sa vie sociale, c'est ses autres activités, ses autres hobbies, puis c'est bien correct, OK? C'est bien correct. Il y a du monde qui joue au hockey dans des ligues de garage, là, puis il n'y a personne qui va lui dire « Hey, tu un pouce pour aller à LNH, le gros, là, let's go, là, tu sais. » Non, il aime le hockey, il joue au hockey, il joue dans une ligue que les gars sont là pour avoir du fun, mais ça devrait être la même chose pour le bodybuilding. Il n'y a pas toujours une carte en jeu, une affaire en jeu, OK? Parfois, il faut que tu le pratiques aussi pour le fun. C'est correct si toi, vous êtes une personne qui pratiquait le bodybuilding que par hobby et que par plaisir, sans ambition de devenir un pro et en faire une carrière, c'est correct. Ça te permet aussi de te mettre des objectifs personnels. Fait que c'est dans le sens, pas juste de dire, il y en a qui vont faire plus des fois dans le hobby, puis ils vont juste faire un photoshoot avant-après. Ouais. Mais si tu dis, t'as qu'à faire le processus pour un photoshoot, bon, puis je vais me rendre peut-être pour tel compé, puis voir si je suis capable d'améliorer mon physique, puis après ça, dans un an, je suis capable pour le thrill de le faire. pour le thrill de le faire, puis je suis capable après ça, de dire, mettons, ben, c'est sans être pro, mais dire, je suis capable de pousser mon physique encore mieux dans une prochaine compé, éventuellement. Souvent, ces gens-là, ils s'en foutent un peu du placement. Ouais, c'est ça. Ils sont là, ils ont eu du fun, ils ont eu un petit maillot, ils ont posé, ils étaient fiers. Puis je trouve ça bien plus beau, ça. Ben ouais. Que la personne qui est convaincue aussi. Parfois, c'est drôle, mais parfois, c'est la personne qui fait ça juste de même qui performe le mieux. Parce qu'elle n'a pas ce stress et ce poids-là sur les épaules de vouloir performer ultra. Puis, il arrive, grâce à ça, ben, il arrive à performer mieux que d'autres. Ils ont gagné. Comme par hasard, ils ont gagné. Ça m'est arrivé avec des athlètes. Là. Ils ont gagné, qui me sont rendus aux nationaux, gagné une médaille d'or. J'étais juste là pour le fun. Moi, là. Ma fille, elle disait, ça veut dire quoi, là, j'ai gagné là, aux nationaux, là, avec une médaille d'or dans les mains? Mais ça veut dire que là, ben, c'est ça. Là, t'as gagné. T'as gagné. Là, t'es allé à l'overall, t'as fini deuxième. Si tu t'améliores l'année prochaine, ben, tu pourrais gagner ta carte pro. Ça sert à quoi une carte pro? La personne, elle s'en foutait, là. T'sais. Donc, c'est juste les circonstances qui ont fait qu'elle s'est bien classée. Mais elle la personne, c'était juste pour le plaisir. OK? Donc, c'est bien correct. Puis je pense qu'il en manque du monde juste comme ça. Ben, je pense que la minute que t'as plus de fun là-dedans, je pense pas que le sport est fait pour toi-même. Même les pros, tu sais, on l'a dit tantôt, ils ont du fun à s'entraîner, ils ont du fun. Oui, pas parce que c'est difficile que c'est pas le fun. Tu sais, même, tu sais, tu peux le savoir avec tes preps, tu sais. C'est pas tout le temps facile une prep. Là, à la fin, là, c'est quasiment dur de te lever de ton lit. Non, mais quand même. c'est le fun pareil. Là. Le processus en lui-même, il est le fun. Il y a des parties dans la prep qui vont être difficiles. Il y a une différence entre quelque chose de difficile et quelque chose de pas le fun du tout. OK? C'est sûr qu'il y a des moments que t'as pas un plaisir fou. OK? Mais tu comprends que... Quand t'es une heure, c'est une tu comprends que c'est une étape pour arriver dans le processus. OK? C'est peut-être pas cette étape-là que tu préfères le plus, mais c'est une étape dont tu vas être fier. Puis au bout du compte, à 90% tu as aimé le processus. Je suis sûr qu'il y a des moments qui vont te challenger, puis parfois tu trouves plaisir dans ce challenge-là. Après coup, après de l'avoir fait, ton cardio dit « Ah, barnouche, mais je suis fier de moi, tu sais. Fait que là, je suis content, tu sais. Puis là, tu vois le résultat, puis tu dis hey, « Je suis content, tu sais. » C'est tough, là, OK? J'ai eu des doutes, là, mais
tu sais, là, j'aime ça, là, tu sais. Ouais. Donc, puis c'est toujours comme ça, puis c'est ça qui a fait que moi, j'ai fait des 10 compétitions. C'est parce qu'à chaque fois, j'avais toujours j'avais hâte de revenir dans ce grind-là, puis d'aller me pousser encore, puis de revenir dans cette zone-là, puis me sentir fier. Puis comme je pense que tu voulais dire un peu, le bodybuilding, pour certains aussi, ça peut être une motivation de se dépasser. Parfois, tu es dans ta routine d'entraînement, t'aimes l'entraînement, t'aimes la nutrition, mais tu veux savoir si j'aimerais ça avoir un objectif un peu plus grand que juste ma progression normale personnelle, puis avoir un objectif de compétition qui pourrait peut-être me pousser à sortir de ma zone de confort et à délivrer des efforts encore plus grands. OK? Donc, parfois, c'est vraiment motivant. Tu as un échéancier qui est court, qui est bientôt. Faut que t'as pas le choix, là. C'est un doux, tu te fais pousser, là. OK? Puis c'est là que tu te découvres en tant qu'être humain, puis c'est là que tu es capable de faire des choses que tu savais pas que tu étais capable de faire. Puis c'est là que tu es capable de casser des plateaux. Puis d'aller, après ça, quand tu reviens en off-season, tu as une routine, tu as des entraînements, tu es capable d'être plus intense. T'aimes encore ça. T'aimes encore ça, là. Ouais. Puis, parce qu'à un moment donné, j'avais vu quelqu'un, ça m'avait marqué, ça, là. C'est quelqu'un qui était en préparation, je pense qu'il était comme à 6-7 weeks out. Ouais. Puis là, j'ai dit, puis comment ça se passe, la préparation? Puis là, il dit, j'ai crissement du cardio à faire, OK? Puis tes training, je lève pas grand-chose, OK? Puis la bouffe, comment ça va? Ça goûte pas bon, aussi. Puis là, je suis comme, OK, mais là, puis genre, ta shape, t'as trouvé comment? Man, je suis pas en condition. Je suis comme, OK, mais. Là, je disais, gars, c'est peut-être l'espèce de dépression de compétition que t'as peut-être ça. C'est juste passager, là. Tu sais, comme rendu là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais subir ça, là? Ben, il n'y avait pas de roller, là. Ben, je me suis inscrit, là. Fait que. Rendu là, Vig, c'est peut-être pas pour toi, là. Moi, je m'en souviens, là, quand je suis compétitif, il y avait toujours le monde, hey, ça doit être tough, ce que tu fais. Ben, mais c'est ça le but. C'est très facile, mais même à ça, c'est dans tout sport confondu, tout va être difficile. Mettons, même en powerlifting, on lève des charges, on va manger, on n'a pas besoin de vraiment coter en général, mais oui, tu peux coter. Mais en bout de ligne, Chris, rendu dernière semaine, t'es tanné de ta prep aussi, là, ton corps est plus magané, t'es un peu plus raqué, le système nerveux, mais Chris, en bout de ligne, après ça, t'arrives aux journées du meet, comme le bodybuilding show, pis c'est là que t'enjoy le plus. Oh yeah, man, pis l'atmosphère, pis là, t'es content du résultat final, finalement, là. C'est comme si quelqu'un, mettons, c'est comme si quelqu'un, mettons, tu fais un gros squat, là, comme t'es capable de le faire, là, j'ai vu ça sur Instagram, là. Hey, ça doit être pas facile de soulever ça. Je sais pas comment tu fais. T'aimes ça fait partie du sport, tu sais. Quand quelqu'un me dit, hey, ça doit être tough manger ce que tu manges, là, mais. C'est mon sport, tu sais. Sinon, je ferais autre chose, là, tu sais. Je suis rentré dans ce sport parce que c'est pour ça, peut-être pas directement pour ça, mais je sais que ça en fait partie. De la game, puis t'enjoy le processus. Ça a fait le tour, là. J'arrête de crever, là. Le prix commence à kicker pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que, toi, qu'est-ce qui s'en est pour Alexis, là, cette année, là? C'est encore d'en mettre plus dans mon coaching. C'est vraiment ça que je me focus, là. Donc, focuser aussi plus sur les clients un peu plus lifestyle, OK? Ça, c'est une chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai beaucoup de gratification avec mes clients lifestyle. Puis aussi aller chercher encore plus de clients athlètes, OK? C'est d'être dans le sport, mais de manière indirecte. OK, parce que là, étant donné que je fais plus de sport, je me suis rendu compte que j'ai un énorme plaisir à accompagner les gens dans ce processus-là, puis de leur transmettre ma passion. Donc, c'est juste d'aller pousser ça plus loin, d'aller chercher plus de connaissances, puis de vraiment livrer la marchandise à ce niveau-là. C'est autant le fun des clients de compétition, c'est comme c'est un autre thrill, mais des clients aussi lifestyle. Qu'est-ce que moi je trouve le fun aussi, c'est que tu changes plus des vies. Ouais, c'est ça, ouais. Dans le sens que, mettons, quelqu'un qui vient dans le bureau, puis là, qui dit « Hey, là, j'ai la misère à attacher mes souliers, puis j'ai la misère à enjoy la vie avec mes enfants, puis tout. » Puis là, t'es capable de changer la vie de cette personne-là. Ouais. C'est 1000 fois plus gratifiant que quelqu'un écorché sur un stage, là, personnellement. C'est deux choses différentes. C'est deux fun complètement différents. Donc oui, tu penses que tu l'as bien dit, tu changes les vies dans un client lifestyle. Donc tu sais que là, tu impactes des habitudes de vie qui vont l'amener à vivre plus longtemps, à vivre une vie
Il va pouvoir bouger saine. plus saine, il va pouvoir être plus autonome plus longtemps, il va pouvoir jouer avec ses enfants. Aussi, quand tu changes un physique, tu changes aussi le mindset d'une personne. Donc, ce mindset-là, cette personne-là, ça va être contagieux. T'sais. Cette personne-là va être plus de bonne humeur, plus d'énergie, plus de confiance. Donc, ça va impacter aussi d'autres sphères de sa vie de manière positive. Donc, c'est sûr que le client lifestyle, c'est très gratifiant pour ça. Parce que tu as fait un impact qui est vraiment à long terme. Quand tu travailles avec un client compétition, c'est vraiment un impact. Tu vas arriver en shape le jour J. OK? C'est ça le but. Donc, c'est d'offrir une performance et pas avoir. La shape finale là, d'une compétition, c'est pas la shape que tu dois avoir à l'année. Ce n'est pas une shape que vous devez. C'est une shape d'un jour ou d'une semaine si tu fais un photoshoot après. Un jour quasiment juste d'une heure. Mais ton but à la fin de la compétition, c'est pas de rester lean. Okay? Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à se dissocier de leur shape de stage. Là. Ta shape de stage, il faut que tu comprennes, c'est pas la shape que tu dois avoir dans la vie de tous les jours. Absolument pas. Okay? Ça devrait jamais, dans ta tête, te venir à l'esprit. Okay? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est fun avec un client peut-être athlète, c'est que normalement, okay, c'est un vrai soldat. Fait que tu es capable de pousser tes connaissances parfois à un autre niveau parce que tu sais que la personne va suivre à la lettre les choses que tu lui dis. Donc là, ça te permet de voir jusqu'à où que le corps humain est capable d'aller. OK? Donc tu es capable de faire des affaires un peu exceptionnelles le temps d'une journée. OK? Mais tu sais que c'est juste... C'est éphémère, ça, okay? Parce qu'après ça, la personne va avoir retrouvé sa shape de la vie de tous les jours. Donc, c'est plus... c'est un plaisir parce que tu peux essayer des méthodes d'entraînement, tu peux essayer des affaires plus difficiles que tu sais qu'un client lifestyle n'aura pas de l'adhérence à rester sur ça. C'est pour ça qu'il faut dissocier, parce que j'ai vu du monde, je ne nommerai pas de nom, mais qui disait « Ah, mais là, moi, mes clients lifestyle, les autres, ils font pas ça. » Tu viens de le dire, tes clients lifestyle ne font pas ça. Mais là, c'est du bodybuilding. Là, c'est comme si, moi, là, mon oncle là, qui prend des marches, là, il ne court pas le marathon. Lui. Ben oui, mais c'est ça. C'est normal, c'est pas la même affaire. Donc, tu ne vas pas manger le plan alimentaire d'un client lifestyle, puis le plan alimentaire d'un athlète de compétition, il n'est pas le même. Un, c'est pour une performance. L'autre, c'est son plan alimentaire, techniquement, du moins dans sa structure, c'est apprendre à manger, c'est qu'est-ce qu'il va manger de la vie de tous les jours. Oui, peut-être tu vas réduire ses portions, augmenter ses portions, mais normalement, il devrait avoir plus de variété, ça devrait être plus de flexibilité que l'athlète compétition. Parce que l'athlète compétition, lui, il doit vraiment fitter dans des critères. Un jour J, il doit arriver sa coche. L'autre, tu veux l'amener vers une shape qui va garder toute sa vie. Donc, c'est pas la même approche. Tu peux également comparer un client lifestyle, c'est un peu comme dresser comme un cheval. Tu sais, ton but, c'est qu'il apprenne à suivre le chemin, tu sais. Ouais. Tandis qu'un athlète de compétition, c'est un peu comme conduire une Formule 1. Tu sais que ça va rouler, puis ça va suivre le chemin, puis c'est toi qui peux après ça jouer avec il y a moins de marge de manœuvre, de flexibilité, là, parce que là, il faut que tu ailles chercher une performance. Donc, tu es axé juste sur quelle est la meilleure façon pour te rendre en shape le jour précis, à l'heure précise. Puis performer à ce jour-là. L'autre, c'est pas ça. Okay? Il n'y a pas de question de temps, d'échéancier dans un client lifestyle nécessairement. C'est juste de s'améliorer. Exactement. Puis d'avoir du fun aussi à s'améliorer, puis que la personne conserve ces habitudes-là. Okay? Quand tu es en préparation, le plan alimentaire de préparation, tu ne vas pas le conserver après. Il est temporaire. Okay? L'autre, il va le conserver à long terme. Du moins de la structure. Nice. Puis, où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux pour te contacter? Oui, Alexis.duboisfit sur Instagram. Sinon, j'ai mon site internet, alexisduboiscoaching.com aussi. Juste à m'écrire en privé sur Instagram. T'es-tu sur TikTok? Je suis sur TikTok, mais j'ai pas beaucoup de choses sur TikTok, donc contactez-moi pas sur TikTok. En tout cas, pas actuellement, peut-être un jour. Là. Avec que tu fasses des petites danses. Là. Même, ouais, peut-être un jour. Donc, fait que. Donc, merci encore d'être venu. Merci à vous autres, les gars, de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. Avec un pouce bleu, pouce vert, pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez des gens à qui qu'on voulez qu'on accueille sur le podcast, juste à nous écrire, juste à nous mettre en contact. C'est toujours plus facile. Encore un gros merci à les suppléments. Pour les suppléments. C'était le temps d'un prix.